2700 hectares de pure fantaisie. Un royaume où les adultes n'étaient même pas autorisés, où les enfants étaient les seuls invités d'honneur, où la réalité se diluait entre manèges et montagnes russes. Neverland Ranch, le sanctuaire privé de Michael Jackson, promettait d'être le paradis terrestre dont tout enfant rêverait de visiter. Mais derrière les couleurs éclatantes et les rires enfantins se cachèrent des secrets qui ébranlèrent le monde entier. Pendant des décennies, ce lieu mythique fascina autant qu'il terrifia. Était-ce vraiment le refuge innocent d'un homme qui refusait de grandir, ou quelque chose de beaucoup plus sinistre se dissimulait-il derrière ces portes dorées? Les témoignages contradictoires, les accusations dévastatrices et les mystères non résolus ont transformé Neverland en l'un des lieux les plus controversés de l'histoire du divertissement. Imaginez un instant les nuits silencieuses dans cette propriété, quand les derniers invités étaient en partie et qu'il ne restait que Michael, errant seul parmi ces attractions vides. Quelles pensées traversèrent son esprit? Quel démon intérieur l'avait mené à créer ce monde parallèle où les règles de la société n'existaient pas? Aujourd'hui, nous découvrirons la vérité cachée derrière Neverland, un lieu qui incarnait à la fois les rêves les plus purs et les cauchemars les plus sombres de son créateur. Car l'histoire réelle de ce ranch n'est pas seulement celle d'un millionnaire excentrique, mais celle d'un homme qui construisit son propre univers pour échapper à une douleur si profonde qu'elle consuma sa vie entière. Neverland n'était pas seulement une propriété, c'était le reflet déformé de l'âme fragmentée de Michael Jackson. Pour comprendre véritablement ce qui se cachait à Neverland, nous devons d'abord comprendre l'homme qui l'a créé, Michael Joseph Jackson, une figure qui défia toutes les catégories conventionnelles de la célébrité et du talent. Son histoire commença à Gary, dans l'Indiana, où un enfant de 5 ans fut catapulté vers la gloire mondiale avec une vitesse qui marquerait à jamais sa perception de l'enfance, de la normalité et des relations humaines. Depuis les Jackson 5 jusqu'à sa consolidation comme roi de la pop, Michael vécut toute son existence sous les projecteurs. Mais cette exposition constante eut un prix dévastateur, la perte totale d'une enfance normale. Pendant que d'autres enfants jouaient dans les parcs publics, Michael répétait des chorégraphies. Pendant que d'autres découvraient le monde à leur rythme, il était dévoré par une industrie qui ne voyait en lui qu'une machine à générer de l'argent. Cette privation précoce d'expériences infantiles normales créa chez Michael une obsession permanente de récupérer ce qu'il n'avait jamais eu. Sa fascination pour Peter Pan n'était pas fortuite. Il s'identifiait profondément à un personnage qui refusait de grandir, qui vivait dans un monde où les adultes étaient les méchants et les enfants les seuls êtres. Pur Joseph Jackson, son père, exerça sur lui une discipline de fer que beaucoup ont décrite comme abusive. Les répétitions interminables, les châtiments physiques et la pression constante vers la perfection créèrent chez Michael des traumatismes profonds qu'il ne put jamais surmonter. Cette relation toxique avec la figure paternelle le mena à se méfier instinctivement des adultes et à idéaliser l'innocence infantile. Dans les années 80, alors qu'il atteignait le sommet de sa carrière avec des albums comme Thriller et Bad, Michael commença à montrer des signes évidents de déconnexion avec la réalité. Ses excentricités se multiplièrent. Les chirurgies plastiques obsessionnelles, l'isolement social, les amitiés inhabituelles avec des stars enfantines comme Macaulay Culkin. Chaque comportement semblait conçu pour l'éloigner du monde adulte qui l'avait tant blessé. L'achat de Neverland Ranch en 1987 pour 19,5 millions de dollars marqua le moment où Michael décida de matérialiser ses fantasmes les plus profonds. Il ne s'agissait pas simplement d'acquérir une propriété luxueuse, c'était la création d'un univers alternatif où il pourrait contrôler chaque aspect de la réalité. Le nom même, Neverland, révélait ses intentions. Créer un lieu où le temps s'arrêterait, où les responsabilités adultes n'existeraient pas, où la pureté infantile pourrait être préservée pour toujours. C'était sa réponse à des décennies de traumatisme, sa tentative désespérée de reconstruire l'enfance qu'on lui avait volée. Mais cette vision utopique contenait dès le début des éléments perturbateurs. L'insistance de Michael à s'entourer exclusivement d'enfants, son refus d'établir des limites normales entre vie publique et privée, son besoin compulsif d'être vu comme une figure paternelle bienveillante, tout cela créait une dynamique malsaine qui inquiétait même ses collaborateurs les plus proches. Les premiers visiteurs de Neverland décrivaient un lieu magique, mais troublant. Les employés recevaient des instructions strictes sur la façon d'interagir avec les invités mineurs. Il existait des caméras de sécurité dans des emplacements inhabituels, et Michael tenait des registres détaillés de chaque enfant qui visitait la propriété. Ces éléments, apparemment innocents à l'époque, prendraient des connotations sinistres des années plus tard. La philosophie derrière Neverland reflétait la psychologie fragmentée de son créateur. Michael avait littéralement construit un monde où il était simultanément l'enfant éternel et l'adulte protecteur, où il pouvait revivre l'enfance perdue tout en exerçant le contrôle absolu qu'il n'avait jamais eu pendant sa propre enfance.
Les thérapeutes qui analysèrent par la suite le cas signalèrent que Neverland représentait une tentative de correction fantastique des traumatismes infantiles de Michael. En créant un environnement où les enfants étaient traités comme des rois, il tentait de traiter et guérir ses propres blessures émotionnelles. Cependant, cette thérapie auto-administrée avait des conséquences imprévues et potentiellement dangereuses. La presse mondiale célébra initialement la création de Neverland comme une autre excentricité charmante du roi de la pop. Les médias présentèrent la propriété comme la preuve de la nature généreuse et enfantine de Michael, un multimillionnaire qui partageait sa fortune avec des enfants défavorisés. Cette narration positive persisterait pendant plusieurs années, jusqu'à ce que des voix discordantes commencent à émerger. Les changements physiques de Michael pendant cette période reflétaient aussi sa déconnexion croissante avec la réalité. Ces chirurgies plastiques obsessionnelles le transformèrent d'un jeune Afro-Américain en une figure androgyne à la peau pâle, comme s'il tentait d'effacer physiquement toute connexion avec son identité originelle. Cette métamorphose corporelle, parallèle à la création de Neverland, suggérait un désir profond de se réinventer complètement. L'isolement géographique de la propriété, située dans la vallée de Los Olivos en Californie, permettait à Michael de créer ses propres règles, sans interférence externe. Cet isolement était à la fois physique et psychologique. Neverland devint une bulle où les normes sociales conventionnelles ne s'appliquaient pas, où Michael pouvait vivre ses fantasmes sans questionnement. La construction de Neverland devint une obsession qui consumait de plus en plus de ressources financières et émotionnelles de Michael. Il ne s'agissait pas seulement d'ajouter des attractions, c'était la matérialisation constante de nouveaux fantasmes, chacun plus élaboré que le précédent. Cette escalade dans la grandiosité de ses projets reflétait un besoin psychologique croissant de contrôle et d'évasion. Les années dorées de Neverland, approximativement de 1988 à 1993, représentèrent à la fois l'apogée créative de Michael Jackson et le début de sa descente vers l'abîme. Pendant cette période, la propriété se transforma d'une extravagance de millionnaire en une opération complexe qui nécessitait une armée d'employés pour maintenir le fantasme en fonctionnement 24 heures sur 24. Les attractions de Neverland étaient véritablement extraordinaires. Une grande roue de 40 mètres de haut, des montagnes russes personnalisées, un carrousel du 19e siècle, des autos tamponneuses, une cabane dans les arbres élaborés et un zoo privé avec des éléphants, des girafes, des orang-outans et le célèbre chimpanzé Bubbles. Chaque élément avait été soigneusement sélectionné pour créer une atmosphère d'émerveillement infantile permanent. Mais au-delà des attractions physiques, Neverland fonctionnait selon un protocole élaboré que Michael avait conçu personnellement. Les enfants invités recevaient un traitement royal, limousine pour les transporter, repas spécialisés, cadeaux coûteux et accès illimité à toutes les attractions. Michael se présentait comme l'hôte magique, le Peter Pan adulte qui pouvait réaliser n'importe quel rêve d'enfant. Les fêtes à Neverland devinrent légendaires dans les cercles d'Hollywood. Des familles entières de célébrités amenèrent leurs enfants pour expérimenter la magie que seul Michael pouvait offrir. Macaulay Culkin, les frères Feldman, Emmanuel Lewis et des dizaines d'autres enfants célèbres devinrent des visiteurs réguliers, créant une sorte d'élite enfantine qui circulait constamment dans la propriété. Cependant, même pendant ces années apparemment innocentes, des signaux d'alarme émergeaient que beaucoup préférèrent ignorer. Les employés de Neverland rapportèrent des comportements étranges. Michael disparaissait pendant des heures avec des enfants invités. Il existait des chambres dans le manoir principal auxquelles seuls lui et ses invités spéciaux avaient accès. Et il y avait un système élaboré de codes et signaux qui permettait à Michael de savoir quand des adultes s'approchèrent de certaines zones. La relation de Michael avec les parents de ses enfants était complexe et calculée. Il exerçait un charme extraordinaire sur les familles, leur offrant des expériences uniques et l'accès à son monde exclusif. Beaucoup de parents se sentaient flattés que la plus grande star du monde montre un intérêt spécial pour leurs enfants. Une dynamique que Michael exploitait habilement pour gagner confiance et accès. Les systèmes de sécurité de Neverland étaient les plus sophistiqués que ceux de nombreuses installations gouvernementales. Caméras, détecteurs de mouvement, personnel de sécurité armé 24 heures sur 24, et un bunker souterrain créaient une sensation de paranoïa qui contrastait étrangement avec l'atmosphère festive superficielle. Cette contradiction entre ouverture apparente et sécurité extrême suggérait que Michael avait des choses spécifiques à protéger. Pendant cette période, Michael développa des relations particulièrement intenses avec certains enfants, relations qu'il décrivait comme des amitiés spéciales. Ces enfants recevaient des privilèges uniques, appels téléphoniques quotidiens, cadeaux extravagants, invitations pour des tournées mondiales et accès à la vie privée de Michael de manière qui inquiétait même ses employés les plus loyaux. Jordan Chandler devint l'un de ses amis spéciaux en 1992. La famille Chandler fut progressivement séduite par Michael. Cela commença par des invitations occasionnelles, progressa vers des week-ends à Neverland
et culmina avec Jordan, accompagnant Michael en tournées internationales. L'intensité de cette relation alarma finalement le père de l'enfant, Evan Chandler, un dentiste de Beverly Hills. La transformation de Michael pendant cette période était aussi évidente dans son comportement public. Il devint de plus en plus reclus, apparaissait en public seulement avec des masques chirurgicaux, et ses rares interviews révélaient une déconnexion croissante avec la réalité consensuelle. Ses déclarations sur la pureté des enfants et la corruption des adultes devenaient plus fréquentes et plus extrêmes. Le personnel de Neverland commença à rapporter des incidents troublants qu'ils ne pouvaient ignorer. Les employés domestiques trouvaient des preuves d'activité nocturne inhabituelles. Le personnel de sécurité recevait des ordres contradictoires concernant la surveillance et l'intimité, et certains travailleurs exprimaient leur malaise face à certains protocoles qu'on leur demandait de suivre. La presse de divertissement de l'époque, cependant, continuait à présenter ces excentricités comme la preuve de l'enfant intérieur de Michael. Les médias mainstream évitèrent de poser des questions difficiles, en partie parce que Michael générait d'énormes audiences et ventes, et en partie parce que l'idée que l'artiste le plus aimé d'Amérique puisse être quelque chose de sinistre était simplement trop perturbante à contempler. La fin de l'ère dorée arriva brutalement en août 1993, quand Evan Chandler présenta des accusations formelles d'abus sexuels contre Michael Jackson. Ces accusations ne surgirent pas dans le vide. Elles furent le résultat de mois de suspicions croissantes sur la nature de la relation entre Michael et Jordan Chandler. La plainte d'août 1993 marqua le moment où Neverland se transforma d'un paradis privé en l'épicentre de l'un des scandales les plus dévastateurs de l'histoire du divertissement. Les accusations d'Evan Chandler ne détruisirent pas seulement la réputation de Michael Jackson, elles révélèrent aussi la machinerie sophistiquée qu'il avait construite autour de ses relations avec des mineurs. Les détails spécifiques des accusations étaient dévastateurs. Jordan Chandler, âgé de 13 ans, décrivit avec une précision anatomique les marques de vitiligo sur les organes génitaux de Michael, un niveau de détail que les autorités considérèrent même comme impossible à inventer. Ces descriptions intimes émergèrent pendant des séances de thérapie, après que Jordan commença à montrer des signes de traumatisme psychologique sévères. L'enquête policière qui suivit révéla un schéma troublant à Neverland. Les détectives découvrirent des registres détaillés d'appels téléphoniques nocturnes entre Michael et plusieurs enfants, des factures de cadeaux extravagants qui suivaient un modèle spécifique de conditionnement et des témoignages d'employés sur des comportements qu'ils avaient observés, mais qu'on leur avait ordonné de garder secrets. La perquisition de Neverland, le 25 août 1993, devint un spectacle médiatique global. Plus de 70 officiers fouillèrent la propriété pendant 13 heures, confisquant ordinateurs, photographies, vidéos personnelles, et preuves physiques qui seraient par la suite analysées par des experts judiciaires. Les images de policiers sortant des boîtes de preuves de la maison de rêve de Michael créèrent un contraste surréaliste qui symbolisait la chute de la grâce. Pendant cette période, d'autres parents commencèrent à rapporter des expériences similaires. Les familles qui avaient permis à leurs enfants de visiter Neverland commencèrent à reconsidérer des interactions qu'elles avaient précédemment considérées comme innocentes, mais qui semblaient maintenant sinistres rétrospectivement. Le schéma émergent suggérait un système méthodologique d'identification, de séduction et d'abus. Michael répondit à ces accusations avec une stratégie de déni absolu et de contre-attaque légale. Son équipe d'avocats, menée par Johnny Cochran, mit en place une campagne agressive pour discréditer les accusateurs, suggérant des motivations financières et des conspirations orchestrées par des parents ambitieux. Cette stratégie eut un succès partiel, en semant le doute public, mais ne put arrêter l'enquête criminelle. La pression psychologique des accusations eut un effet dévastateur sur Michael. Sa dépendance aux analgésiques, qui avait commencé après un accident pendant le tournage d'une publicité Pepsi, s'intensifia dramatiquement. Ses apparitions publiques devinrent de plus en plus erratiques, et ses déclarations publiques révélaient une déconnexion croissante avec la réalité. Le règlement de 20 millions de dollars que Michael paya à la famille Chandler en janvier 1994 fut interprété par beaucoup comme un aveu de culpabilité. Bien que l'accord incluait des clauses spécifiques niant tous méfaits, le fait que l'homme qui avait précédemment lutté contre chaque accusation de plagiat musical paie une somme si massive suggérait qu'il avait des raisons puissantes d'éviter un procès public. Neverland lui-même devint un lieu maudit après 1993. Les visites de familles avec enfants cessèrent abruptement. Les fêtes élaborées s'arrêtèrent, et la propriété prit un air d'abandon qui contrastait tristement avec son ancienne vitalité. Michael continua d'y vivre, mais l'endroit s'était transformé d'un refuge en une prison. Les employés de Neverland de cette période décrivaient une atmosphère de paranoïa et de déclin. Michael passait des jours sans sortir de ses chambres privées. Le personnel d'entretien rapportait que beaucoup d'attractions avaient cessé de fonctionner par manque d'utilisation, et le zoo privé commença à se détériorer
quand Michael perdit l'intérêt de l'entretenir. La seconde vague d'accusations arriva en 2003, quand Gavin Arvizo et sa famille présentèrent de nouvelles allégations d'abus sexuels. Ces accusations étaient particulièrement dommageables parce qu'elles surgirent après le documentaire Living with Michael Jackson de Martin Bashir, où Michael avait défendu publiquement sa pratique de dormir dans le même lit que des enfants comme quelque chose de naturel et aimant. Le procès de 2005 fut dévastateur pour Michael, même s'il résulta en un acquittement sur tous les chefs d'accusation. Les témoignages révélèrent des détails intimes sur la vie à Neverland qui peignaient un tableau profondément troublant d'un homme dont la relation avec la réalité s'était détériorée au-delà de toute réparation. Les témoins décrivaient des comportements obsessionnels, des rituels étranges et un niveau de contrôle sur son environnement qui frôlait le pathologique. Pendant le procès, les procureurs présentèrent bien des preuves que Michael avait utilisé Neverland comme un appât sophistiqué pour attirer des familles vulnérables. Le schéma était cohérent. Identifier des enfants de familles avec des problèmes financiers ou familiaux, offrir des expériences magiques qu'aucun parent ne pourrait refuser, gagner progressivement la confiance de la famille, puis créer des opportunités d'être seul avec les mineurs. Les preuves médico-légales présentées pendant le procès incluaient des matériaux que les autorités avaient retrouvés à Neverland. Livres d'art avec des images d'enfants nus, photographies d'enfants dans des situations ambiguës et correspondances avec plusieurs mineurs qui révélaient un schéma de manipulation émotionnelle. Bien qu'aucune de ces preuves ne constituait une preuve définitive d'activité criminelle, elle créait un tableau circonstanciel profondément troublant. Le témoignage d'anciens employés de Neverland fut particulièrement dommageable. Agents de sécurité, femmes de ménage et personnel d'entretien décrivirent des incidents qu'ils avaient observés, des protocoles qu'on leur avait demandé de suivre et des instructions spécifiques sur quand ils devaient et ne devaient pas interrompre Michael quand il était avec de jeunes invités. Après avoir analysé méticuleusement les preuves, témoignages et schémas de comportement qui entourèrent Neverland pendant plus de 2 décennies, nous arrivons à une conclusion complexe qui défie les narratifs simplistes qui ont dominé le discours public sur Michael Jackson. La vérité sur Neverland ne peut être réduite à des catégories binaires d'innocence ou de culpabilité. Elle requiert une compréhension nuancée du traumatisme, du pouvoir, de la célébrité, et des façons dont l'abus d'enfance peut se perpétuer à travers les générations. Notre évaluation suggère que Michael Jackson était simultanément victime et auteur. Une victime de traumatisme infantile sévère qui développa des mécanismes d'adaptation profondément dysfonctionnels qui potentiellement blessèrent d'autres. Sa création de Neverland représente une tentative désespérée de guérison personnelle qui créa par inadvertance un environnement où des relations inappropriées pouvaient prospérer. Les preuves circonstancielles qui entouraient Neverland sont massivement troublantes, mais aussi profondément tragiques. Les schémas de comportement qui émergèrent pendant les enquêtes suggèrent un homme qui avait complètement perdu la capacité de former des relations saines avec les adultes et qui cherchait compulsivement la validation et l'amour inconditionnel qui lui avaient été refusés pendant sa propre enfance. Nous considérons que l'obsession publique de déterminer la culpabilité ou l'innocence de Michael en termes légaux a obscurci des questions plus importantes sur la culture de la célébrité, les dynamiques de pouvoir et la protection des enfants dans des environnements où les protections normales n'existent pas. Neverland fonctionnait comme un royaume privé, où un individu extraordinairement riche et célèbre pouvait opérer en dehors des frontières sociales conventionnelles. Le fait que plusieurs familles permirent à leurs enfants de visiter Neverland de façon répétée, même après que des signaux d'alarme eurent émergé, illustre comment la célébrité et la richesse peuvent compromettre le jugement parental. La séduction n'était pas seulement celle des enfants, c'était celle de familles entières qui se sentiraient flattées par l'attention de la plus grande star du monde. Nous devons aussi reconnaître que certaines des accusations contre Michael peuvent avoir été motivées par le gain financier. La combinaison d'une célébrité vulnérable, d'une richesse immense et d'un système légal qui encourage les règlements créa un environnement où les fausses accusations étaient prenaient profitables. Cette possibilité n'exonère pas Michael, mais complique le tableau et démontre pourquoi des conclusions définitives sont difficiles à atteindre. Cependant, le volume et la cohérence des témoignages, combinés aux pratiques admises de Michael de dormir avec des enfants et sa création de systèmes élaborés pour assurer l'intimité pendant ces interactions, créent un standard de preuve qui serait préoccupant concernant tout adulte, célébrité ou non. Nous croyons que Michael Jackson souffrait d'une crise de santé mentale profonde qui fut exacerbée par des décennies de célébrité, de traumatisme et d'isolement. Son incapacité à former des frontières appropriées avec les enfants, son besoin de validation constante et sa retraite dans des fantasmes élaborés suggèrent des dommages psychologiques sévères qui nécessitaient une intervention professionnelle plutôt que l'encouragement d'une industrie qui profitait de son talent. Neverland lui-même représente l'une des séances de thérapie les plus coûteuses de l'histoire humaine. Une tentative d'un individu profondément endommagé de recréer son enfance tout en maintenant un contrôle absolu sur son environnement. La tragédie est que cette expérience coûteuse créa potentiellement de nouvelles victimes
tout en échouant à guérir ses propres blessures. La responsabilité s'étend aussi à l'industrie musicale, aux médias et à la société en général qui permirent dans cette situation pendant des décennies. Les signaux d'alarme étaient visibles pour quiconque voulait regarder, mais la rentabilité de Michael rendit l'aveuglement volontaire plus commode que les questions difficiles. Notre conclusion n'est pas que Michael Jackson était un monstre, mais qu'il était un être humain profondément endommagé, dont le traumatisme se manifesta de façon qui blessèrent potentiellement d'autres. Cette distinction est importante, parce qu'elle permet l'empathie pour sa souffrance, tout en maintenant le focus sur la protection des enfants. Le cas illustre aussi les dangers de la richesse extrême, combinée à la maladie mentale et l'isolement social. Quand des individus acquièrent suffisamment de ressources pour créer des mondes privés où les règles normales ne s'appliquent pas, les tragédies deviennent inévitables. Neverland fonctionnait comme le laboratoire de recherche personnelle de Michael pour mettre en acte des fantasmes que la plupart des gens reconnaîtraient comme inappropriés. Finalement, nous considérons que la vraie tragédie de Neverland n'est pas seulement l'abus potentiel d'enfants, mais le spectacle d'un être humain se détruisant lentement en public, pendant que des millions regardaient pour le divertissement. La descente de Michael Jackson dans le chaos psychologique fut diffusée globalement, transformée en contenu et monétisée par d'innombrables médias qui profitèrent de sa détérioration. Les leçons de Neverland s'étendent au-delà de la responsabilité individuelle vers des questions systémiques sur la culture de la célébrité, les ressources de santé mentale pour les célèbres et les protections pour les enfants dans des environnements où les protections traditionnelles n'existent pas. Jusqu'à ce que ces questions plus larges soient adressées, de futurs Neverland sont inévitables. Aujourd'hui, alors que les dernières attractions de Neverland se démantèlent sous le soleil implacable de Californie, une mélancolie profonde enveloppe les restes de ce qui fut jadis le royaume des rêves impossibles. Les carrousels silencieux ne tournent que dans le vent. Les rails vides des montagnes russes s'étendent comme des squelettes métalliques vers le ciel. Et la nature reprend lentement les sentiers où coururent jadis des enfants emplis d'émerveillement et de terreur. Dans ces ruines de soins de fantaisie, j'ai la réponse à la question qui a tourmenté le monde pendant des décennies. Que se cachait-il vraiment à Neverland? La vérité est que ce lieu contenait simultanément la pure innocence des rêves d'enfants et les ombres les plus sombres de l'âme humaine. C'était le paradis et l'enfer, construits par un homme qui n'apprit jamais la différence entre les deux. Michael Jackson mourut le 25 juin 2009, emportant avec lui les secrets définitifs de Neverland. Mais son héritage demeure sous forme de questions, auxquelles aucune enquête ne pourra jamais répondre complètement. Était-il possible qu'un homme si endommagé par sa propre enfance volée puisse offrir une guérison genuine à d'autres enfants? Ou était-il destiné à perpétuer le cycle de traumatisme qui avait marqué sa propre existence? Les photographies aériennes actuelles de la propriété montrent des bâtiments abandonnés couverts de graffitis, des piscines vides remplies de feuilles mortes et des attractions rouillant sous le soleil californien. C'est une métaphore parfaite pour ce qui reste de l'innocence dans un monde où la ligne entre protecteur et prédateur se brouille jusqu'à devenir indiscernable. Pour les familles qui permirent à leurs enfants d'expérimenter la magie de Neverland, le ranch abandonné représente des mémoires complexes qui ne pourront jamais être complètement traitées. Certains se souviendront de jours de pure joie, d'autres de moments d'inconfort qu'ils comprennent maintenant à la lumière de révélations subséquentes. Tous portent le fardeau de décisions qui semblaient innocentes à l'époque, mais qui sont maintenant à jamais compliquées. Les employés qui dédièrent des années de leur vie à maintenir la fantaisie de Neverland vivent aussi avec des héritages compliqués. Certains défendent encore Michael avec une loyauté féroce. D'autres admettent privément avoir été témoins de choses qui troublent encore leur sommeil. Tous partagent l'expérience unique d'avoir travaillé dans une bulle où la réalité était suspendue et où les règles ordinaires de comportement ne s'appliquaient pas. Dans les archives des agences d'application de la loi autour du monde, des boîtes de preuves collectées depuis Neverland prennent la poussière, contenant des fragments de vérité qui ne pourront peut-être jamais être assemblés en un récit cohérent. Rapports de police, transcriptions d'interviews, analyses médico-légales, toutes pièces d'un puzzle où certaines pièces peuvent manquer pour toujours. Les enfants qui grandirent en visitant Neverland, maintenant adultes avec leur propre famille, portent des mémoires qui défient la compréhension. Pour certains, les expériences furent genuinement magiques et inoffensives. Pour d'autres, il y a des ombres d'inconfort qui persistent des décennies plus tard. La plupart gèrent ces complications privément, évitant le discours public sur des expériences qui résistent à la catégorisation simple.